Face à face. Et je vous en ai parlé, on reçoit tout de suite Fiorina Ligné, gilet jaune et borgné lors d'une manifestation et auteur du livre Tir à vue aux éditions Via Romana. Bonjour Fiorina Ligné. Bonjour. Bonjour. Écoutez, ça fait longtemps que j'avais lu ce livre. Ce livre est paru en 2019. Mais je voudrais rappeler, Fiorina Ligné, que vous avez 21 ans, que votre anniversaire, je crois, c'est en août prochain. C'est bien ça ou je me trompe? C'est ça, oui. Et que vous avez été effectivement, vous avez fait partie très tôt du mouvement des Gilets jaunes, pratiquement à ses débuts, et puis vous avez participé à une manifestation à Paris, et vous avez perdu un œil. Juste pour rappeler quand même le contexte, et pour en parler de toute autre chose, parce que votre livre, c'est votre combat. Et je voudrais dire ici, évidemment sans faire des comparaisons, mais j'ai trouvé votre livre, comme j'avais lu le livre Le Lambeau, d'une des victimes des attentats Hebdo. Encore une fois, on n'y a rien à comparer, mais comment il s'était reconstruit, comment ça avait été difficile de se reconstruire. Et vous, dans votre livre, vous racontez combien c'est dur de se reconstruire quand on a été atteint, comme vous avez été atteint. Je rappelle, vous avez été éborgné. Juste pour rappeler comment ça s'est passé, Fiorina Ligné. C'est tout simple, en fait, c'était le 8 décembre 2018 et on est allé aux Champs-Élysées, donc au tout début de la manif, tout se passait très bien, c'était très calme. Et sur le coup de 14 heures, en fait, des casseurs s'en sont pris au Publicis Drugstore et ont commencé à mettre le feu à des planches en bois. Et là, les policiers ont voulu forcer le passage pour laisser passer les pompiers. Et à partir de là, en fait, ils ont commencé à lancer des grenades, des LBD, et je me suis pris soit une grenade, soit un LBD en plein visage. Alors j'étais à 100 mètres dans la foule très pacifique. Oui, vous étiez en train de défiler pacifiquement et il n'y avait rien de... Ah oui, les casseurs étaient de l'autre bout des Champs-Élysées, enfin de l'autre bout de l'avenue, donc c'est pas du tout du côté des casseurs. Ouais. Et donc il s'est passé ce qui s'est passé. Vous êtes allé à l'hôpital. Et aujourd'hui, juste Fiorina Ligné, vous avez subi combien d'opérations depuis décembre 2018? J'en suis à 5 et là j'en attends une 6e parce qu'en fait il y a eu beaucoup de complications. Il va falloir me retirer la prothèse qu'on m'a mis à la place de l'œil, en fait la prothèse interne. Et parce que je suis en train de la rejeter, et il va falloir la retirer au mois de juillet. Donc j'attends ma 6e opération. Ouais. Et oui, parce qu'il faut savoir, pour nous qui sommes à l'extérieur, c'est quelque chose de terriblement profond, de terriblement dramatique. C'est pas pour faire du pathos, au contraire, c'est de dire voilà, il y a des gens qui ont été atteints dans leur chair, et t'es pas la seule, Fiorina Ligné, mais justement, je voudrais vous demander juste une question. Après, nous allons avoir une petite pause, mais juste avant, aujourd'hui encore, est-ce que vous regrettez d'avoir été là à ce moment-là et d'avoir manifesté? Alors non, je regrette pas du tout parce qu'à la base c'est un de mes droits, donc je vois pas pourquoi je regretterais. Et regretter, ça serait avouer que j'ai eu tort. Et j'estime que j'ai pas eu tort d'y aller, donc non, je regrette pas du tout. D'accord. Restez avec nous, Fiorina Ligné. Après une petite pause, nous allons continuer notre conversation et on va parler justement du fond du problème. Fiorina Ligné, Tir à vue aux éditions Via Romana. Et tout est raconté. Fiorina Ligné, on va parler d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a des manifestations, il y a la police, il y a des gens qui disent tout le monde est la police, et la police avec HIT bien sûr. Mais je voudrais savoir juste votre assertion, votre bilan par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup des Gilets jaunes, les manifestations ne sont plus les mêmes, ou du moins elles, comme vous le savez très 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 bien. Il y a une autre actualité, il y a eu d'abord le Covid-19, le confinement, et puis il y a aujourd'hui toute la polémique sur le communautarisme, les ethnies, etc., etc. Je voudrais savoir, avec le recul, vous Fiorina, vous qui êtes une jeune militante, en tout cas des Gilets jaunes, on peut le dire, vous faites quoi comme bilan de ce mouvement? Vous en parlez dans le livre d'ailleurs. Le bilan, c'est que c'est vrai que le mouvement a duré dans le temps, mais la gauche a très vite récupéré en fait, et les casseurs s'en sont emparés aussi. Donc il a été détourné en fait le mouvement de son origine en fait. L'origine c'était les ronds-points, et dès que c'est arrivé à Paris en fait la gauche en est emparée, et on a vu les revendications un petit peu changer. Donc après le bilan.
Après, ce qui est positif, c'est qu'on a vu les Français se rendre compte qu'ils étaient nombreux à dire la même chose et que on était une force quelque part parce que oui, on est très nombreux, donc c'est le lien aussi, la fraternité en fait. Le peuple a retrouvé sa fraternité et ça c'est le bon point en fait. Après, je sais pas trop quoi vous dire, ça reste récent donc. C'est vrai, mais est-ce que c'est vrai que c'était la première fois depuis longtemps qu'on voyait, je veux dire, autre que pour des revendications syndicales, voir des Français dans la rue, voir surtout des Français de ce qu'on appelle la France périphérique, mais pas seulement, la France des ronds-points, etc. On voyait des gens qu'on ne voyait pas d'habitude dans les manifestations et qui n'étaient pas... Est-ce que l'histoire de la politique a joué? Vous avez dit la gauche a récupéré, mais est-ce que tout le monde n'a pas essayé de récupérer, en tout cas, ces mouvements de part et d'autre, d'ailleurs? Ah oui, bien sûr, tout le monde a essayé de récupérer ce qu'il pouvait, mais de toute façon, c'est un mouvement populaire, donc c'est un mouvement qui rejoint droite et gauche, en fait. C'est un mouvement des Français, donc après, bon, c'est pas un mouvement de droite ni un mouvement de gauche à la base, c'est juste un mouvement... Oui, de protestation, quoi. C'est les Français qu'on n'entendait jamais, qui en ont eu marre, en fait, à le vol, et ils ont voulu se faire entendre, c'est tout. Et Fiorina, vous croyez que ça peut revenir ? Peut-être sous une autre forme. Est-ce que vous croyez que les Français ont été satisfaits de la suite des événements? Et est-ce que, en tout cas, un certain nombre de gens qui manifestaient peuvent revenir dans les rues ou dans les ronds-points ou ailleurs, ou ça va être autre chose maintenant, après le Covid, après le confinement, etc. Vous pensez que ces mouvements sociaux-là peuvent revenir à n'importe quel moment ou pas, à votre avis? Oui, je pense que ça peut revenir, parce que l'injustice est toujours là. Et puis en plus, la répression a été inouïe, donc les gens sont toujours en colère. C'est pas passé. Et puis Macron n'a pas répondu, quoi. Le grand débat, c'était une supercherie. Donc il n'y a pas de grande réponse véritable. Donc oui, les gens sont toujours les revendications sont toujours là, elles n'ont pas changé. Donc oui, ça peut revenir n'importe quand selon moi. Et vous ne pensez pas que justement cette répression policière que vous avez subie, et ô combien vous personnellement et d'autres aussi, est-ce que vous pensez pas que ça a pu quand même décourager un certain nombre, répression policière ou répression judiciaire, etc., en disant oui, mais est-ce que l'enjeu vaut la chandelle, est-ce que franchement, oui, mais on n'a rien obtenu et on s'est fait tabasser ou on s'est fait blesser, alors on va peut-être en rester là. Est-ce que vous ne voyez pas que, en tout cas chez certains, un sentiment de résignation peut peut-être dominer? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Mon conjoint a même reçu des messages de personnes qui étaient là au moment où j'ai perdu mon œil et qui ont dit clairement qu'ils n'emmèneraient plus leur femme ou ils ne reviendraient pas parce qu'ils avaient peur. De toute façon, c'était le but du gouvernement de réprimer massivement pour empêcher les manifestants de revenir, quoi. Donc, pour leur faire peur, justement. Ouais. Et c'est ça, et c'est vrai, et c'est le problème. Et justement, on va en parler, on va continuer à en parler par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et j'aimerais bien avoir votre sentiment, parce qu'on a l'impression que, encore une fois, c'est une impression, et j'ai peut-être tort, que les Gilets jaunes ont été traités de manière très différente de ce que l'on traite aujourd'hui un certain nombre de manifestations, et surtout après le Covid, de rassemblements, etc., justement contre la police, contre le comportement de la police. Et on voit que le gouvernement n'a peut-être pas tout à fait la même attitude envers ces mouvements qu'il avait envers un certain nombre de gilets jaunes, en tout cas la base des gilets jaunes. On va en parler tout de suite après ceci. Restez avec nous, il y aura les infos et puis après on va être avec vous, Fiorina Ligné, et avec les auditeurs de Sud Radio qui ont sûrement beaucoup de questions à vous poser. Oui, et je rappelle le livre de notre invité, Tir à vue aux éditions Via Romana, en référence au tir de grenade qu'elle a subi lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Et Fiorina Ligné nous fait l'honneur de rester avec nous après les informations pour répondre à vos questions au 0826 300 300. Vous réagissez, vous nous appelez, vous êtes les bienvenus. À tout de suite. Fiorina Ligné, Tir à vue, la répression selon Macron, sous-titre à Via Romana. Fiorina, dans votre livre, il y a beaucoup de choses passionnantes et il y a la manière dont vous parlez, la manière dont vous avez été reçu à la fois médiatiquement et politiquement. Comme s'il y avait, je résume, je schématise, vous étiez une éborgnée de droite, alors on s'en occupait autrement que si vous aviez été une éborgnée de gauche. On a eu l'impression qu'il y a eu deux poids et deux mesures dans la manière dont vous avez été reçu. En tout cas, c'est ce que vous racontez dans votre livre et c'est assez étonnant. Dites-nous.
Ah oui, tout à fait. Ben, quand les journalistes venaient pour une interview, ils me posaient toute la question de savoir quel était mes liens avec l'extrême droite, avec les identitaires, parce que la planète a été ouverte par Damien Rieu. Donc, oui, Oui. c'était ça l'important, et il fallait à tout prix parler de mon orientation politique, quoi. C'était le plus important. Mon œil, par moment, venait même secondairement, en second lieu, quoi. C'était Ouais, c'est ça qui est extraordinaire. Vous avez été éborgné, vous avez reçu mais attention, est-ce que de gauche ou de droite, ah oui, vous flirtez avec les identitaires, ça va pas du tout. C'est-à-dire, c'était la question la plus importante par rapport à votre état ou à votre santé ou à l'état de votre blessure, quoi. C'était ça. Ah oui, je me souviens de la presse écrite, surtout qui me posait quelques questions. Ensuite, nous faisait un pavé complet sur Damien Rieu et les liens avec l'extrême droite, en fait. Donc, c'était le plus important pour eux. Fallait le dire pour eux. C'était important, quoi. Il venait pour interroger, enfin, il venait vous interroger sur la politique beaucoup plus que sur le fait, quoi, que sur ce qui s'était passé. Ouais. Et vous avez eu ça, c'était assez général ou c'est quelques exceptions ou c'est vraiment ce qui s'est passé un peu partout. Est-ce que par exemple la presse ou la télévision ou les grandes radios et les télévisions, est-ce qu'ils vous ont reçu, est-ce qu'ils vous ont interrogé, ou pas tellement? Bah, moi, je fais une différence entre la presse alternative et la presse mainstream, en fait. C'est vraiment la presse mainstream qui a pointé du doigt le fait que j'étais de droite. Et la presse alternative, s'est montrée, a fait son travail de journaliste, en fait, tout simplement. Ouais, je comprends. Et c'est parce que vous en parlez assez longuement et assez précisément dans votre livre. Et je voudrais savoir, justement, alors parlons de ce qui se passe aujourd'hui. Quelque part, il y a des slogans, mais c'est pas les mêmes. Enfin, je voudrais vraiment avoir vos sentiments où on entend tout le monde et la police, où on dit, les policiers doivent être absolument jugés, les policiers doivent être ceci, les policiers doivent être cela. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait la répression policière et on dénonce aujourd'hui plus que jamais la répression policière. Et quand vous entendez ce qui se passe aujourd'hui, les manifestations, etc., vous le ressentez comment, vous, très franchement? Vous qui avez subi la répression pour les policière. Gilets jaunes, je ne parle pas de violence policière, je parle de violence gouvernementale. Parce que c'est l'État qui a choisi de durcir le maintien de l'ordre. En fait, avant, on n'allait pas au contact. Et il y a eu l'ordre, à la préfète des Gilets jaunes, d'aller au contact des manifestants. Et c'est à partir de là que les blessés se sont comptés par dizaines, puis par centaines. Donc, oui, c'est le gouvernement qui a donné des ordres. Et il ne faut pas toujours montrer du doigt la police, parce que la police répond aux ordres, en fait. Elle obéit tout simplement. Et certes, il y a des bavures, il y a des mauvaises actions, mais il ne faut pas non plus généraliser. C'est pas l'institution qui a un problème. C'est des individus. Il y a certains individus qui font mal leur travail, qui font des bavures. Mais moi, je ne comprends pas ce côté anti-flic qui émerge en France. C'est pas l'institution qui a un problème. L'institution, elle fait son travail. Après, certes, il y a des bavures, c'est sûr. Oui, mais est-ce que alors non, mais justement, vous posez le problème fondamental. Vous dites effectivement la police. D'ailleurs, ils nous l'ont dit, plusieurs commissaires et plusieurs syndicalistes nous l'ont dit. Bon, on obéit aux ordres et les ordres. Donc vous dites le responsable, c'est le gouvernement, c'est la politique, c'est les politiques qui donnent les ordres et la police exécute. C'est un peu ça, hein, Fiorina. Oui. Après, il y a des bavures individuelles aussi. Je ne mets pas tout sur le dos non plus du gouvernement. Oui, mais alors justement, et le problème, bon, c'est pas facile, c'est complexe à décider, mais à partir de quand, et c'est pas une question de loi, un policier ou des policiers peuvent dire, attendez, là on nous donne des ordres, est-ce qu'il faut suivre, je dirais aveuglément, pardon l'expression, ces ordres, ou à un moment donné il faut dire, attendez, qu'est-ce qui est légal et ce qui ne l'est pas? C'est très difficile, évidemment, surtout quand on est en pleine manifestation, on peut pas philosopher là, mais il faut réagir. Mais il y a ce problème-là, et pourquoi aujourd'hui, on a l'impression que ce qu'on entend sur la police, en tout cas par rapport à un certain nombre de partis, et on retrouve des clivages, évidemment, pas seulement gauche-droite. Les uns qui disent, oui, écoutez, la police fait son métier, il y a des exceptions, etc. Et d'autres qui disent, dont le ministre de l'Intérieur, qui était déjà le ministre de l'Intérieur du temps des Gilets jaunes, qui dit, attention, tout soupçon avéré, comme il disait, de racisme sera sanctionné, tolérance zéro pour le racisme, etc., etc. Est-ce que vous avez l'impression que c'est pas le même langage qui tenait envers les Gilets jaunes? En tout cas, Castaner réagit très différemment, parce que moi, je me souviens au moment des Gilets jaunes, il ne parlait pas de violence policière, il fallait à tout prix éviter le mot violence, l'expression violence policière. Les violences policières n'existaient pas.
Et là, là excusez-moi l'expression, mais il se met à genoux, en fait. Il faut tout reconnaître. Et maintenant, c'est même plus l'accusation, c'est suspicion de racisme. Donc, quand on parle de suspicion, c'est même pas prouvé, en fait. Donc, ça va très loin. Donc, là, oui, il se met à genoux, en fait. Ouais. Donc effectivement, il y a non mais le problème est posé effectivement. Et encore une fois, je dis Fiorina Ligné, vous l'avez vécu, enfin vous l'avez vécu et ô combien dans votre chair. Et donc effectivement, ce sont des choses qu'il ne faut pas cacher, qu'il faut le dire. Et nous, on met tout sur la table. Il faut tout mettre sur la table. Augustin, est-ce que nous avons des auditeurs? Oui, justement, Fiorina Ligné, nous avons Philippe là qui nous appelle de Fontainebleau sûrement pour vous poser une question. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Zarkov. Oui. Augustin, bonjour. Et puis bonjour à Fiorina Ligné. C'est pas évident à prononcer son prénom, mais je suis tout cœur avec elle. Moi, je vais vous faire mon analyse, puisque je vous avais appelé, je vous avais donné mon sentiment sur les gilets jaunes. Et moi, j'avais voulu voir de mes yeux ce mouvement. Moi, je vais dire, je gagne bien ma vie. Je suis, on va dire, protégé. Je croise les doigts parce que aujourd'hui le monde est fragile et nos vies sont fragiles, mais disons qu'aujourd'hui je suis pas à plaindre. Mais quand j'ai vu ce mouvement, je m'y suis reconnu, puisque je vous l'ai déjà dit, moi je viens d'une famille d'immigrés. Je sais ce que c'est être en bas de l'échelle. Je sais ce que c'est trimer, etc. Et quand j'avais vu ce mouvement émerger, pour près de chez moi, dans les ronds-points, entre autres, j'avais prêté attention parce que je me reconnaissais à travers ma mère, à travers mes amis qui en bavaient, qui en ont bavé et qui en bavent encore. Donc j'y suis allé, je me suis rendu sur Paris. J'y suis allé, j'ai des vidéos et tout, j'y suis allé, j'étais au bout. Et je pense que en fait tout est lié. Cette histoire là aujourd'hui les policiers refont surface, etc. Je vais vous dire moi mon analyse. Moi je pense que le gouvernement, au début des Gilets jaunes, a regardé ça un peu d'un œil. Bon, les derniers de corvée. Bon, allez-y, vous êtes sur les ronds-points, c'est pas trop grave, vous êtes loin de chez moi. Mais quand ça a commencé à monter à Paris, ils ont pris conscience, parce que même s'ils se sont, pour moi aujourd'hui, j'estime que toute la mandature en place, elle est plutôt, on va dire, j'aime pas dire incompétence, parce que je veux pas dire que les gens sont bêtes et pas intelligents, mais je veux dire, pour moi, elles sont pas à la hauteur. Mais c'est quand même pas des perdants de l'année. Alors, ce qui s'est passé, ils se sont dit, là, ça craint. Et là, ce mouvement-là, bah oui, c'est le mouvement de tous les Français qui en bas, noir, jaune, vert, rouge. Là, ils se sont dit, là, ça craint. Moi, j'ai jamais vu autant de policiers autour de l'Élysée. J'ai jamais vu autant de barricades, des choses, mais ils étaient dans leur château protégé. Et ils se sont dit, là, ils peuvent nous faire péter. Là, il y a quelque chose qui se passe. Donc, du coup, on intimide. Donc, comme elle l'a dit tout à l'heure, on donne les ordres. Les fonctionnaires répondent aux ordres. On donne les ordres. On va au contact. Mais dans tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le mouvement Gilets jaunes, à la base, c'était un mouvement de paix. Ils venaient parce qu'ils en avaient marre. Ils en avaient marre. Bien sûr. On se fait pomper. On a des petits salaires. Tout augmente. L'électricité, l'essence. On est saigné à blanc. On paye des impôts. On paye des taxes. Tout ça. Et dans tout ça est venu les mouvements, parce que ce que j'en ai eu marre, c'est qu'à la télé, moi j'entendais l'extrême droite vient foutre le bordel, c'est l'extrême droite qui est violente. Alors là, j'ai dit, là ils me prennent pour un con. Donc j'y suis allé. J'ai discuté avec des femmes seules avec des enfants, j'ai discuté avec des profs, j'ai discuté avec des employés de banque, des noirs, des jaunes, et je me suis dit, mais là, ils sont en train de nous manipuler. Et j'ai vu les extrêmes gauches, les Black Blocs, j'étais angle Champs-Élysées, rue de Berry. Les mecs, ils arrivent, ils ont tout fracassé, pété les vitres des hôtels, tout. C'était pas des gilets jaunes, c'était des mecs casqués, on voyait pas leur tronche, ils étaient en tenue de combat. Je sais pas qu'il n'y avait pas des gens des gilets jaunes qui dérivaient. Moi, j'ai vu tout ça. Et donc là, ils se sont dit, là, ça va péter. Et donc, du coup, comme il fallait quand même faire respecter l'ordre, on ne peut pas laisser brûler les choses, on ne peut pas laisser détruire. Mais ils ont eu peur et ils ont dit, les gars, faut aller au contact. Et là, il y a eu, et c'est pour ça que la colère elle est encore présente. Moi, je pense que c'est pas fini. Et là, et c'est comme ça. Et après, du coup, quand ils ont vu, ça a dissuadé les gens. Mais elle a raison. Le mouvement a été récupéré. Ils ont essayé d'être récupérés politiquement. Donc il y a des gens de gauche qui ont essayé de mettre la main dessus. Les syndicats qui ont craché sur les gilets jaunes, ils se sont dit « Oula, mais là tout compte fait, non, tout compte fait, c'est des gens bien. » Ils ont essayé de revenir. Les gens de droite, ils ont fait pareil. Et alors Macron, c'est la totale. Macron, alors là, avec son grand débat, il a mis tout le monde dans les quais noirs. Je fais des débats, mais c'est moi qui choisis les gens avec qui je parle.
je suis le roi, Oui, non. et puis dans tout ça, On est on rentre à la d'accord. maison et c'est fini. Voilà, moi c'est ce que je pense. Voilà, c'est ce que je pense. Eh bien, non mais écoutez, c'est une analyse qui se tient tout à fait. On va voir la suite, effectivement, si ça bout, et je pense aussi que ça bout sous le couvercle de la marmite, et ça bout drôlement, mais on va voir dans quel sens le couvercle tient ou saute. On va le savoir. Augustin, un autre... Oui, Qui nous attend Un autre auditeur. on reste avec un Philippe, Philippe qui nous appelle cette fois de Montpellier. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Oui, Philippe. Oui, je suis conducteur routier. Je me permets de vous téléphoner par rapport à ce que M. Marcoff a dit tout à l'heure, quoi. Effectivement, je me sens vraiment pour un dernier de corvée, quoi. Voilà, exactement. Et parce que personnellement, mais je suis pas tout seul, il y a des milliers de collègues qui ont roulé comme moi. On en a roulé, on avait le droit de rouler parce que le gouvernement a fait des dérogations exceptionnelles, évidemment, pour que tout le monde ait à manger, quoi. Hein, vous voyez. Donc, du genre, la réglementation habituelle dans le transport routier européen, c'est de faire 2 fois 10 heures de conduite, plus 3 fois 9 heures dans une semaine. Là, exceptionnellement, ils ont autorisé rouler 3 fois 11 heures et 2 fois 10 heures. Et on avait le droit on devait rouler le dimanche et les jours fériés voilà. Et bon, et pour 10,38 € de brut de l'heure. Voilà. Donc évidemment, voilà, donc c'est remis sur 35 heures, on fait le SMIC, hein, vous voyez. Donc là, bon, c'est ce qui fait qu'on a un salaire à peu près correct par rapport à d'autres. J'ai conscience que il y a plein de gens qui ont beaucoup moins de moi, qui ont le SMIC, voire moins le SMIC, le RSA, qui vivent avec le RSA. J'en connais d'autres personnellement, mais bon, donc on fait entre 200 et moi personnellement, je fais entre 200 et 250 heures par mois pour 10,38 € brut de l'heure. Alors évidemment, un patron vous dira, bon bah évidemment, c'est sur le nombre d'heures, il fait une paie correcte, quoi. Mais il faut remettre sur 35 heures, parce que les jours où on est au chômage, où on est en maladie, on se base sur 35 heures pour nous verser les indemnités, vous voyez. Bien sûr. Voilà, c'est un truc aussi. Donc, pour en venir au confinement, moi je roule depuis le début du confinement, je n'ai pas arrêté une journée. Et puis, du coup, on a quand même vu en France des gens qui mettaient des pancartes, merci les routiers, tout ça, parce que bon, eux ont pris conscience. J'allais vous poser la question, pardon, j'allais vous poser la question. En fait, est-ce que les gens vous ont manifesté de la reconnaissance pendant ce confinement? Est-ce que les gens réagissaient? Oui, justement, il y a eu, en particulier dans les campagnes, particulièrement, on voyait régulièrement sur les routes, les grands axes, merci les routiers, mais à part ces gens-là, on n'a pas vu grand-chose, bien au contraire, quand on livrait les entreprises ou les dépôts des grandes surfaces, des grandes marques, vous voyez, dans toutes marques confondues, hein, il y a la moitié des grandes marques, alors évidemment, on les entend faire leur pub et tout, bon, mais pas un mot sur les routiers. Et puis quand on livrait dans leur base, au début du confinement, durant un bon mois, un mois et demi, on n'avait rien, on n'avait pas de max, on déchargeait des camions comme d'habitude. Et puis voilà. Et puis là, depuis que l'activité reprend un petit peu, on trouve des max partout dans les entreprises. Et ça, oui, ça je peux pas le dire, mais maintenant que c'est inutile en fait, parce que moi j'ai eu des collègues malades aussi du corona, hein. Donc puis on n'en a pas parlé du tout. Bon, évidemment, est-ce que vous avez eu des primes de votre entreprise? Est-ce qu'il y a eu des primes ou des gens que vous livrez? J'allais y venir justement. Moi, je suis dans l'entreprise, je roule pour une grosse entreprise de l'Aveyron. Mon patron, j'ai pas à me plaindre, il est très, très, très humain. Lui, il a une perte entre 30 et 40% du chiffre d'affaires. Et c'est pas des plus malheureux du transport routier en France. Hein. Donc, il s'en est pas trop mal sorti. Il a pu nous donner une prime, mais que parce qu'il a un petit peu de valeur humaine, quoi, vous voyez. On a une prime de 50 € par conducteur, vous voyez. Bon, c'est pas les 1 000 € que monsieur le maire... Vous voulez dire pour 50 € pour toute la période, c'est ça? Oui. Pour toute la période, c'est pas...
Ben voilà, donc quand j'entends Bruno Le Maire dire il faut que tous les gens qui travaillent ils aient une prime d'au moins 1000 euros, les 1000 euros ou plus, c'est les grandes surfaces qui s'en sont foutus plein les poches, qui ont pu le faire. Mais les petites entreprises, voilà, ils ne peuvent pas le faire. Donc je me demande aussi que le remerciement, bon, on est loin de vouloir les infirmières méritent beaucoup plus de médailles que les transports routiers à mes yeux, mais disons dans je comprends, mais vous aussi vous devez être reconnu. Dans le transport, je ne m'attends à pas grand-chose, malheureusement, parce que depuis 2000, on est envahi, hein, c'est rien de raciste, c'est ce que je dis, hein, de boîtes de transport des pays de l'Est, ils sont payés moitié moins que nous. Vous voyez, donc on est payé 10,38 €, eux ils sont payés 5 € et des boîtes de l'heure, vous voyez. Donc avec cette concurrence, effectivement de voilà. l'Europe, l'ouverture européenne et comment elle s'opère, hein, c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas, merci de votre témoignage, vraiment, c'était important que vous le donniez. Merci Augustin. Merci beaucoup Philippe, on vous écoute sur Sud Radio et on écoute également Valérie qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Valérie. Bonjour et bonjour à Dédé Berkoff, bonjour, je vous admire. À votre âge, continuez à essayer de faire avancer le débat, chapeau bas. Donc moi je voulais revenir sur... écoutez, non, c'est sincère. On a besoin de vous. Alors moi je voulais revenir sur la polémique engendrée par l'intervention de Marion Maréchal. Oui. J'ai 55 ans, je suis blanche, je suis française, et je suis absolument interloquée, voire sidérée, voire incompréhensible. Je trouve incompréhensible que l'on juge l'histoire à l'aune des paradigmes d'aujourd'hui. De plus, bien sûr, vous l'avez souligné vous-même, la LNDA ne traite absolument pas de la traite arabo-musulmane, ni de la traite intra-africaine. Oui, bien sûr. Et Dieu sait qu'elle a été nombreuse. Oui. Absolument. Ouais. Et je ne doute pas que le commerce triangulaire n'aurait pas été aussi prospère s'il n'y avait pas eu des Noirs pour faire des razzias dans des villages d'autres Noirs pour qu'eux s'enrichissent. Donc je dirais qu'avant, effectivement, de nous accuser de tous les maux, parce que je trouve que la France, contrairement peut-être à d'autres pays, a fait largement son mea culpa sur la période de la colonisation et de l'esclavagisme. Donc je dis qu'avant de nous accuser de tous les maux de la terre, ces gens devraient peut-être commencer à balayer devant leur porte, parce que les premiers qui ont mis en esclavage les Noirs, ce sont les Noirs et les musulmans. Donc moi, je ne doute pas que dans le commerce triangulaire, nous avons une part de responsabilité, mais en 2020, je ne me sens absolument pas ni coupable, ni responsable de ce qui s'est passé. Et je comprends aussi... Et vous n'avez pas... Oui. Et je comprends aussi... Et vous n'avez pas envie de vous agenouiller. Certainement pas. D'accord. Je reprends ce qui a déjà été dit. C'est comme si on demandait aux Juifs qu'ils demandent aux Français qu'on s'excuse pour ce qui s'est passé pendant les 39-45. C'est absolument inutile. Et ils ne le demanderont pas. Autre chose, je trouve que si on a autant de jeunes Français qui coopèrent, qui cooptent ce genre de manifestation, c'est peut-être aussi parce que l'histoire, idéologiquement, a été complètement revisitée depuis les années 70. Et on le paye aujourd'hui. Oui, je crois en tout cas que l'enseignement à l'école et ailleurs a joué un très grand rôle. Merci de votre témoignage et n'hésitez pas à nous rappeler. On reste ensemble.